Allez hop, les vacances sont finies, on reprend les bonnes habitudes. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera, et oui, un point lecture. Alors oui, entre deux tournages, je suis partie en vacances et comme à chaque fois, je me suis dit que ça allait être l'occasion parfaite pour dégommer du bouquin. Résultat des courses, j'ai lu un livre. Oui, parce qu'un enfant en bas âge, ça change votre quotidien, mais ça change aussi vos vacances. Toujours est-il que malgré tout, j'ai tout de même aujourd'hui 4 livres à vous présenter, 4 livres dans des genres bien différents. Je vous avais dit dernièrement que j'avais fait une espèce de petite overdose de thriller. Bon, je vous rassure, elle est vraiment minime parce que bon, j'ai toujours autant envie d'en lire, même si, vous l'aurez compris, j'ai envie en ce moment d'entrecouper avec d'autres genres littéraires. Le tout premier sera celui sur lequel j'aurai le moins de choses à vous raconter et il s'agit de Sherlock Lupin et moi, le château de glace, écrit par Irène Adler ou dans la vraie vie écrit par Pier Domenico Bacalario et Alessandro Gatti. Il s'agit donc du tome 5 de cette petite saga jeunesse qui, si vous suivez la chaîne, vous devez le savoir, me plaît beaucoup. Dans ce nouveau tome, Irène Adler se retrouve dans un hôtel en Suisse. Je vous passerai les raisons qui font qu'elle se retrouve là-bas parce que je trouve ça un petit peu spoilant par rapport au tome précédent. Toujours est-il que depuis la fenêtre de sa chambre, un soir, elle voit en face un château un peu mystérieux et de ce château apparaissent des faisceaux lumineux très étranges. Et vous vous en doutez, cela sera donc le point de départ d'une nouvelle enquête avec ses deux comparses, Sherlock et Lupin. Vous l'aurez donc compris, je continue tranquillement ma découverte de cette petite saga jeunesse que j'aime toujours autant, qui a un petit côté terriblement régressif et qui me procure toujours des moments de lecture très agréables. Une fois de plus donc c'était très sympa, même si je pense que pour l'instant ce sera le tome que j'aurai le moins apprécié. Alors pourquoi me demanderez-vous? Tout simplement parce que j'ai trouvé l'enquête présente dans ce roman peut-être un peu moins palpitante que les autres et surtout moins lisible que dans les tomes précédents. En effet, pendant une bonne partie du roman, j'ai eu le sentiment que l'on s'attardait surtout finalement sur le séjour d'Irène dans cet hôtel en Suisse et que quelque part le mystère passait un peu au second plan. On a quelques éléments qui laissent à penser à une enquête future, mais je dirais que la construction globale était peut-être un peu plus déstructurée que d'habitude et donc peut-être moins facile à appréhender pour le public cible. Parce que je rappelle quand même que cette saga est destinée, je dirais, aux lecteurs entre 10 et 12-13 ans. Même si vous l'aurez compris, en tant qu'adulte, on peut aussi apprécier. Du coup, je dirais que tout ce qui concerne le mystère et l'action s'accélère un peu sur la fin, là où j'aurais préféré en retrouver peut-être un peu tout au long du roman. Malgré ce petit détail, on retrouve la recette des deux auteurs qui fonctionne toujours à merveille. Les personnages sont toujours extrêmement attachants, courageux, espiègles, voire même peut-être un peu trop audacieux par moments. Leur trio fonctionne extrêmement bien et leur amitié est très belle. J'aime aussi de plus en plus la relation qui se met en place entre Irène et Horatio, son majordome. Et je ne cesserai de le dire, mais pour moi, cette saga est vraiment une très bonne saga jeunesse qui, je pense, peut amener le jeune lecteur à des lectures de mystère et d'enquête. De plus, je l'ai déjà dit, mais on retrouve ici encore un vocabulaire hyper riche, ainsi que certains éléments historiques, et je trouve ça génial parce que ça permet vraiment d'alimenter la culture du jeune lecteur. Vous l'aurez donc compris, je continuerai avec beaucoup de plaisir la lecture de la suite de cette saga. Je pense que clairement je vais terminer par tous les dévorer. Voilà, c'est vraiment pour moi une petite saga que j'aime beaucoup et qui, je l'espère, je croise les doigts, plaira par la suite à mon fils lorsqu'il sera en âge de les lire. En tout cas, ça ne changera pas. Comme d'habitude, je ne peux que vous recommander cette saga, que ce soit pour vous. Ça peut être le genre de petite lecture choubidou, mignonnette, toujours très appréciable, en tout cas si c'est ce que vous recherchez. Et bien sûr, pour les lecteurs, pour les jeunes lecteurs, vos enfants qui seraient en âge d'être intéressés et de pouvoir lire cette saga littéraire. Parce que vraiment, pour moi, c'est du très très bon. Et je continue avec un tout autre genre de roman, puisque j'ai également lu
Au soleil redouté de Michel Bussy aux éditions Pocket. Je vous avoue que j'ai choisi ce roman et que j'ai débuté sa lecture sans même avoir lu le résumé. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'avais décidé de le prendre dans ma valise pour partir en vacances à cause de son titre et aussi du fait qu'il soit pas forcément en très bon état, qu'il avait vu du café. Voilà, on me l'a gentiment donné comme ça et je me suis dit que de toute façon, vu son état, même avec le voyage, clairement, il risquait pas grand-chose de plus. C'est donc les deux raisons qui m'ont fait le choisir pour partir en vacances. Mais allez, je suis sympa. Pour vous, je vais quand même faire un rapide résumé. Dans Au soleil redouté, il va donc y être question d'un concours d'écriture lancé par un écrivain français hyper bankable. Voilà, il a décidé de proposer à ses lecteurs et à ses lectrices d'envoyer des manuscrits. Il choisirait ensuite les meilleurs pour emmener ces personnes à un stage d'écriture aux îles Marquises. C'est donc le point de départ de cette histoire. On se retrouve avec 5 lectrices qui ont été choisies, désignées gagnantes de ce concours afin, comme je l'ai dit, d'améliorer leur écriture et leur manuscrit avec cet auteur hyper célèbre. Et donc elles ont tous les jours des petites consignes comme ça à suivre pour écrire et améliorer leur style et prendre le réflexe d'écrire beaucoup. Et puis au détour d'une conversation, cet auteur va leur donner un peu une piste de point de départ de roman avec une personne qui disparaîtrait en laissant un mot et ses affaires. Sauf que voilà, c'est ce qui va vraiment arriver. Notre super auteur hyper connu va disparaître. Et vous vous en doutez, ce sera le point de départ de toute une histoire faite de pas mal de mystères, de quelques disparitions, voire meurtres. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Alors, on va pas se mentir, ma dernière lecture de Michel Bussy avait été franchement assez catastrophique. Il s'agissait de Gravé dans le sable, que je n'avais pas du tout aimé pour moult raisons. Du coup, je reconnais que très sincèrement, je n'attendais pas grand-chose de ce titre. Comme je vous l'ai dit, je l'ai choisi finalement juste pour son titre et pour le fait que mon roman n'était pas en super état. Mais voilà, comme je l'ai dit, sur le coup, je me suis dit que ça allait être la lecture parfaite à emmener dans ma valise. Une lecture facile à emmener, qui plus est, sous les tropiques. Et croyez-moi, je ne regrette pas du tout ce choix. Avec Nymphéa Noire, c'est certain, c'est mon roman préféré pour l'instant de l'auteur. Alors, si j'ai un petit peu tiqué au début de ma lecture sur la construction du roman, sur le style et sur certains éléments qui pour moi manquaient cruellement de réalisme, je dois reconnaître malgré tout que je me suis assez vite laissée happer par l'histoire. J'ai fini par me prendre au jeu, j'ai essayé de comprendre, de démêler le vrai du faux et pour mon plus grand plaisir, l'auteur a réussi à me duper. J'ai fini par apprécier la construction du roman qui mêle différents points de vue, différents styles de récit et même différents tons. Et l'ensemble match parfaitement pour nous amener jusqu'à cette révélation finale que j'ai trouvée brillante et qui m'a clairement donné envie de relire ce roman. Alors, comme souvent avec Michel Bussy, il ne faut pas s'arrêter sur les petites invraisemblances. Si vous recherchez du réalisme à tout prix, passez votre chemin, parce qu'il est vrai que l'auteur n'hésite pas parfois à forcer un petit peu sur la pièce pour la faire rentrer dans le puzzle. Malgré tout, je reconnais que cette fin n'en reste pas moins plutôt jouissive. Si je reconnais que j'ai eu un peu de mal avec le personnage de l'éditrice que j'ai trouvé extrêmement caricatural, alors ok, elle était là pour apporter une touche de drôlerie, mais sincèrement j'ai trouvé que c'était too much. Et puis soyons clairs, nous ne sommes ni dans un récit burlesque, ni même dans un roman humoristique. Pour ce qui est des autres personnages, j'ai plutôt bien aimé leur construction et je les ai tous appréciés dans l'ensemble. Autre élément que j'ai adoré, c'est tout ce qui concerne le passé et la culture des îles Marquises. Vraiment, j'adore quand dans ce type de roman, l'air de rien, on amène le lecteur à en apprendre plus sur un sujet méconnu et ainsi à étoffer sa culture générale. Et puis, j'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance, la description des paysages, etc. Alors peut-être que je l'ai tout particulièrement apprécié parce que je l'ai lu en étant moi-même sur une île tropicale à ce moment-là.
c'est possible. Toujours est-il que c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans tous les romans de Michel Bussy, loin de là. Donc je tenais ici quand même à le signaler. Alors non, ce n'est pas non plus le thriller incontournable ni une référence dans le genre, mais il n'en reste pas moins que pour moi c'est vraiment pour l'instant l'un des meilleurs Michel Bussy, qui, je dois le reconnaître, me réconcilie un petit peu avec l'auteur. Je pense que c'est typiquement le genre de thriller bien fichu, page-turner avec une écriture fluide, accessible et addictive, parfait à emmener en vacances pour vraiment se plonger complètement dans un huis clos intrigant et exotique et ne penser à rien d'autre. Bien sûr, il est très clair que ce roman est fortement inspiré du titre Les 10 petits nègres, alias Ils étaient 10 d'Agatha Christie. D'ailleurs, l'auteur y fait plusieurs fois référence, je crois même qu'il cite carrément le livre au cas où le lecteur n'aurait pas encore compris. Et puis j'ai aussi beaucoup apprécié tous les passages et les éléments où il est question de Gauguin et de Jacques Brel, deux artistes pour qui cette île a eu un immense impact, une très grande importance dans leur vie. Et on oublie s'il vous plaît les polémiques sur ce titre d'Agatha Christie. J'ai cité les deux versions, comme ça tout le monde est content. Une belle surprise donc pour ma part, un roman loin d'être parfait parce que, comme j'ai dit, certains éléments manquaient vraiment de réalisme pour moi et puis certains détails de l'histoire sont un peu intégrés au chausse-pied, en forçant un peu, mais il n'en reste pas moins que j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment agréable et entraînante que j'ai aimé faire. Et puis comme j'ai dit, en plus, cerise sur le gâteau, la fin a su me surprendre. Je croise donc désormais les doigts pour que le prochain roman que je lise de l'auteur soit du même acabit, parce que vous l'aurez compris, avec Michel, c'est un peu les montagnes russes. J'ai beaucoup aimé certains de ses titres, j'en ai détesté d'autres. Bref, je sais jamais à l'avance ce que je vais trouver lorsque j'ouvre un de ses romans. Mais bon, même si je ne suis pas la plus grande de ses fans, vous l'aurez compris, parfois je suis très heureuse de tomber sur des très belles surprises comme celui-ci. Pour le roman suivant, on change une fois de plus complètement de genre littéraire puisque j'ai également lu Les Victorieuses de Laetitia Colombani aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce roman, c'est vraiment deux histoires de femmes qui se mêlent. D'un côté une histoire au présent dans laquelle on va suivre Solange, il me semble, qui est une avocate, typiquement la working girl qui bosse énormément, qui est je crois célibataire, bref, pour qui son boulot c'est un peu toute sa vie et voilà, un jour en sortant d'une séance au tribunal, elle va vivre un événement clairement traumatisant. Elle va faire un burn-out, mais un burn-out sévère, et sa psy, je crois, va lui conseiller pour essayer de surmonter ça, de s'impliquer dans une œuvre, je crois, caritative, et elle va donc comme ça devenir écrivain public pour une association qui œuvre pour les femmes démunies. Et d'un autre côté, on va suivre un récit au passé dans lequel on va faire la rencontre d'une femme qui s'appelle Blanche Perron et je vous laisse découvrir son parcours. Après le très beau coup de cœur que j'avais eu pour La Tresse de Laetitia Colombani, j'avais très envie de me replonger dans la plume de l'auteur. Et même si ce roman aura été une très bonne lecture, pour moi, il n'égale pas son tout premier titre. En effet, s'il y a des éléments que j'ai beaucoup aimés, je dois reconnaître qu'il y en a aussi d'autres qui ont un petit peu, je dirais, terni ma lecture. Alors comme je l'ai dit, comme dans La Tresse, on se retrouve avec un roman dont les chapitres alternent non seulement deux histoires de femmes différentes, mais également deux temporalités, puisque comme je l'ai dit, on va avoir une histoire au présent et une autre qui se déroule au début du XXe, et sans grande surprise, j'ai clairement préféré l'histoire qui se déroule au passé. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, tout d'abord parce que j'ai trouvé cette partie beaucoup moins linéaire et prévisible, et qu'en plus, elle m'a permis de découvrir un pan du passé et l'histoire d'une grande femme dont je n'avais absolument pas connaissance. Donc merci vraiment à l'auteur de m'avoir fait découvrir le destin incroyable de Blanche Perron et d'avoir voulu redonner l'estime et les honneurs que cette femme mérite. Cette partie du roman m'a littéralement
captivé, le combat vraiment de cette femme et également de son mari. J'ai d'ailleurs trouvé que leur histoire d'amour peu commune était extrêmement belle et touchante. Vraiment, pour ma part, cette partie du roman a été un véritable enchantement. Après, pour ce qui est de la partie au présent, je reconnais que certains éléments m'ont un peu fatiguée. Tout d'abord, je crois que mon plus gros problème finalement, c'est que je n'ai pas réussi à apprécier le personnage de Solène. Vraiment, ce personnage de la bourgeoise surbookée, exclusivement tournée vers elle-même, qui un coup, du jour au lendemain, ouvre les yeux pour se rendre compte qu'il y a de la misère en bas de sa fenêtre. J'ai trouvé ça trop cliché, trop facile et franchement un petit peu pénible à suivre. À aucun moment je n'ai réussi à avoir de l'empathie pour elle. Pourtant, comme je l'ai dit, ce roman s'ouvre vraiment sur une scène choc dans laquelle Solène vit un assez gros traumatisme. Et oui, à ce moment-là, j'avais de la peine pour elle. Mais je crois que c'est vraiment le seul moment dans ce roman où j'ai pu ressentir ça. Concernant les différents, je dirais, portraits de femmes rencontrées au Palais des Femmes, je les ai trouvés assez inégaux. Alors le Palais des Femmes, c'est vraiment, on va dire, l'élément central de cette histoire. Et on sent vraiment, je trouve, que l'auteur a voulu faire une sorte d'étalage des différents parcours de vie possibles, dont malheureusement je trouve certains semblent vraiment avoir été créés pour jouer un peu le rôle de tire-larme. Et c'est dommage parce qu'à contrario, je trouve que certaines de ces femmes étaient vraiment intéressantes et que pour le coup leur histoire ne tombait pas dans le cliché ou dans le pathos, bien au contraire. Et malheureusement, c'est cette différence qui a créé une sorte de sensation un peu de déséquilibre dans le récit au présent. Je dirais qu'en résumé, c'est un roman que j'ai trouvé extrêmement intéressant pour son aspect historique, mais qui malheureusement m'a un peu laissé de marbre quant au récit au présent. En fait, je m'attendais vraiment à être prise par l'émotion, à ressentir énormément de sentiments comme ça avait été le cas avec son précédent titre, et malheureusement ça n'aura pas tout à fait été le cas, et de ce point de vue-là, je reconnais que je suis un peu déçue. Il n'en reste pas moins que l'écriture de Laetitia Colombani est toujours aussi agréable et accessible et qu'elle m'a vraiment permis de faire cette lecture avec beaucoup d'entrain. Un bon moment de lecture donc dans l'ensemble et vraiment une très belle découverte pour ce qui est de l'histoire de Blanche Perron, mais malheureusement l'auteur n'aura pas su réitérer le coup de cœur que j'avais eu pour La Tresse. Malgré tout, je sais d'ores et déjà que je lirai son prochain roman parce qu'il n'y a rien à faire. Je dirais que son style et son univers féminin continuent vraiment à m'attirer et à me plaire. Et donc, ouais, j'ai vraiment envie pour le coup de voir un peu ce qu'elle est encore capable de proposer. Donc je pense pouvoir m'avancer en disant que lorsque son nouveau roman sera sorti au format poche, vous le retrouvez sur cette chaîne. Et pour terminer ce point lecture, je vais vous parler d'un autre livre court, oui parce que je vous ai pas montré, mais Les Victorieuses est tout de même assez court. Je crois qu'il fait moins de 200 pages ou tout juste 100 pages, 220 pages. Et donc j'ai lu un autre roman dans la même veine qui est également un roman contemporain qui parle également d'une femme et qui fait à peu près le même nombre de pages. Et ce roman, il s'agit de La femme qui ne vieillissait pas de Grégoire Delacour aux éditions Le Livre de Poche. Je ne vais pas vous faire l'affront de faire un résumé, je pense que tout est dans le titre, hein. Voilà, on va suivre une femme depuis sa naissance jusqu'à, je crois, ses 60 ans ou quelque chose comme ça. Sauf que voilà, arrivé à un moment de sa vie, elle ne vieillit plus. Voilà, en tout cas, extérieurement parlant, elle reste toujours aussi fraîche. Alors bon, bon nombre de femmes, je pense, se diraient « Waouh, trop bien, c'est génial !» On oublie les crèmes anti-rides et ma peau reste belle, lumineuse, comme si j'avais 20 ans. Sauf que les choses ne sont peut-être pas aussi belles et idylliques qu'elle pourrait y paraître au premier abord. Ce n'est pas le premier roman que je lis de Grégoire Delacour, loin de là, je pense que c'est peut-être mon 3e ou 4e, je ne sais plus. Et décidément, plus j'en lis et plus je suis charmée par les mots de cet auteur. Je crois que Grégoire Delacour est en train de tout doucement glisser dans la catégorie de mes auteurs chouchous. Une fois de plus, avec ce titre, il a su mettre en scène la vie dans ce qu'elle peut avoir de plus banal. Et pourtant, il a su y insuffler tant
de poésie, de beauté et d'émotion. Alors en effet, comme j'ai dit, durant tout ce roman, on va suivre Martine, alias Betty, de sa naissance à grosso modo ses 60 ans. Et si dit comme ça au premier abord, ça peut laisser présager un récit très linéaire, voire un peu ennuyeux. Croyez-moi, il n'en est rien. Très rapidement, j'ai adhéré à la façon de raconter de Betty, puisqu'on a vraiment un récit hyper immersif, à la première personne qui est racontée vraiment du point de vue du personnage principal. Je me suis attachée à elle, je me suis même parfois projetée en elle et j'ai adoré suivre sa vie, ses joies, ses peines, ses espérances et parfois ses désillusions. Ce roman, je trouve que c'est finalement presque une hymne à la vie, à l'amour et à la famille. Avec cette histoire, Grégoire de la Cour aborde la thématique des liens familiaux et il le fait avec beaucoup de réalisme, sans jamais tomber dans le cliché, le déjà-vu ou même l'attendu. Il parle de la douleur, de la perte d'un parent que l'on traîne bien souvent toute sa vie et qui ouvre une brèche qui ne se refermera jamais vraiment. Et puis, il parle également de la position de la mère. Et mon Dieu, que l'auteur a su bien parler de toutes ces facettes de la vie d'une femme, c'est fou. Il aborde aussi bien la jeune fille que la femme mûre, la mère, l'amoureuse, la femme seule. Et à aucun moment je me suis dit c'est un homme qui parle d'une femme. Non. J'étais dans la tête d'une femme qui me parlait de ses sentiments et j'y croyais dur comme fer. J'aurais pu noter tellement de phrases dans ce roman que j'avais envie de garder et de me souvenir par la suite. Je me suis contentée de mettre seulement 2 signés, mais croyez-moi, c'est juste parce que sinon j'allais en mettre presque à toutes les pages. Juste pour vous donner un petit peu le ton comme ça, un petit bout de phrase que j'avais décidé d'annoter. Je désirais une histoire simple, une de celles qui ne font pas les livres, mais la vie. Ouais, bah voilà, je sais pas, mais moi, ça suffit à faire battre mon petit cœur et à m'emporter complètement dans la plume et l'univers de l'auteur. Je trouve vraiment que la plume de Grégoire de la Cour est belle, poétique et délicate, mais tout en restant hyper abordable. On tombe pas du tout dans le branlage de neurones ou le j'en fais des caisses pour me donner un genre. Pas du tout. Il semble savoir raconter la vie avec des mots d'une grande beauté et en même temps, sa plume sait aussi par moments se faire vraiment couper lorsqu'il s'agit de raconter les difficultés, les peines et les épreuves de la vie. Si je devais vraiment trouver un tout petit défaut à ce roman, je dirais que j'ai peut-être ressenti une toute petite baisse de régime et une toute petite baisse d'intérêt dans la deuxième moitié du roman, mais c'est vraiment pour pinailler. Et puis j'ai adoré la fin. Une fin là également belle, pleine d'espoir et qui m'a franchement fait sourire. En fait, bien que dans ce roman, on passe par des événements franchement malheureux, eh bien je crois qu'en fin de compte c'est une histoire qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai adoré la façon dont l'auteur a parlé de l'amour et la mise en scène au sein de ce titre. Alors il y a bien sûr l'amour au sein du couple, mais également l'amour parental, l'amour filial, l'amour amical. En fait c'est un titre qui a le mérite, si besoin est, de rappeler les choses importantes, le temps qui passe, l'importance de profiter de la vie avec ce qu'on aime et de la remplir au maximum de belles choses et de beaux souvenirs. Finalement, cette histoire de ne pas vieillir, qui, disons-le, est un élément un peu fantastique si on veut vraiment rester dans le réalisme et le concret, n'est en fait qu'un prétexte trouvé par l'auteur pour parler de la vie et du temps qui passe. Un très beau roman qui, pour ma part, sera donc un joli petit coup de cœur. Je dois reconnaître que je me suis lancée dans cette lecture sans vraiment rien en attendre et puis très rapidement j'ai senti que l'écriture m'embarquait totalement avec elle et qu'elle allait me faire vivre une très jolie palette d'émotions. Pour le moment, après Mon père, qui aborde vraiment une toute autre thématique, c'est, je pense, le roman le plus fort que j'ai pu lire de Grégoire de la Cour. Et c'est clairement un titre qui me donne envie de lire très rapidement un autre roman de l'auteur. Donc voilà, juste
Un grand merci, Monsieur Grégoire Delacour, pour ce très beau moment de lecture et d'émotion, que, croyez-moi, je ne suis pas prête d'oublier, et que je pense je pourrais également relire avec beaucoup de bonheur et de délectation. Bref, vous l'aurez compris, hein, si vous n'avez pas encore testé du Grégoire Delacour, je ne sais pas ce que vous attendez. En plus, ces romans sont toujours assez courts, hein. En général ils font à peu près 200 pages, donc bon, très clairement, vous n'avez pas grand chose à perdre et potentiellement vraiment beaucoup à gagner. Et ben moi je trouve que c'est plutôt chouette de terminer un point lecture sur un coup de cœur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. En tant que chroniqueuse, c'est typiquement le genre de roman dont on a toujours hâte de parler, en tout cas dont moi j'ai toujours vraiment hâte de vous parler parce que voilà, j'ai envie de partager un petit peu mon bonheur et mes bonnes surprises avec vous. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir pu mettre un coup de cœur dans ce point lecture. Comme vous l'aurez vu donc dernièrement, j'ai des envies assez éclectiques et je pense que ce n'est pas près de se terminer. Voilà, vu ce que je lis en ce moment et ce dont j'ai envie, je pense que les prochains points lecture vont être également assez hétéroclites. J'espère du coup que ça vous plaît, que vous serez toujours au rendez-vous pour les prochaines vidéos. Vous l'avez vu dernièrement, il est assez difficile pour moi de poster toutes les semaines. Vous le savez, je fais de mon mieux, mais voilà, j'ai une vie extrêmement chargée et malheureusement, hein, je ne peux pas vivre de la chaîne, loin de là. En tout cas, vous le savez, si vous voulez aider la chaîne, le plus simple c'est encore juste de mettre un petit pouce levé et pourquoi pas de partager la vidéo ou même carrément la chaîne à des gens qui pourraient apprécier son contenu. J'espère que de votre côté vous avez donc bien profité de ces vacances, que vous avez potentiellement fait également de belles lectures. Si dernièrement vous avez eu un coup de cœur, dites-le moi en commentaire, ça peut m'intéresser parce que peut-être que j'aurai le titre dans ma pile à lire. Sur ce, je vous retrouve au plus vite et bien sûr, je vous souhaite comme d'habitude paix, amour et littérature dans vos cœurs. À très bientôt. Bye!